3, 2, 1. Come on! Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence. Je suis heureuse de vous accueillir sur un sujet que j'espère vous trouver intéressant, comment valoriser les bénéfices des compléments alimentaires auprès du consommateur. Et pour parler de ce sujet, j'ai avec moi Alain Berthaud, président de Suplactive. Bonjour Alain. Bonjour Claire, bonjour à tous et à toutes. Et Fabrice Flovinus, président fondateur de Nutri Radio, Nutri TV. On m'entend mieux là? Bonjour Fabrice. Bonjour. Et donc d'abord, avant de rentrer dans le sujet avec nos intervenants, je vais vous faire une introduction sur les attentes du consommateur, parce que pour savoir comment l'adresser, il faut comprendre ce qu'il veut, ce qu'il recherche. Et chez Synadiet, on publie régulièrement des études consommateurs. Ce que vous voyez à l'écran, c'est ce qu'on a publié en 2024, et on va publier une nouvelle version mise à jour en février 2026. Donc je vous invite à suivre notre actualité. Et donc déjà, ce qu'on voit, c'est que 61% des Français consomment des compléments alimentaires et en grande majorité, à 77% de manière régulière, c'est-à-dire plusieurs fois par an. Et c'est une proportion, cette proportion des consommateurs réguliers qui est en croissance significative année après année. C'est-à-dire que non seulement on a de plus en plus de consommateurs, mais on a des consommateurs de plus en plus satisfaits qui consomment de plus en plus de compléments alimentaires. Et quand on regarde pourquoi ils consomment, ce qu'ils vont rechercher en termes de typologie de produits, ou pour répondre à quelle indication, on voit en premier lieu immunité, vitalité, qui est vraiment, je dirais, l'indication phare et historique du complément alimentaire. Ensuite, sommeil, puis stress, et enfin digestion. Et vraiment avec ces trois premières promesses, vous avez déjà 50% du marché. Et donc c'est vraiment sur ces indications-là que le complément alimentaire est le plus identifié par les consommateurs. Même si on voit la diversité ici des indications pour lesquelles il y a un intérêt du consommateur, on perçoit néanmoins des tailles de marché ou des tailles de consommateurs différentes. Et maintenant, quels sont les critères lorsqu'il va choisir son complément alimentaire? Il va regarder d'abord le caractère naturel du produit, et ça c'est vraiment ce qu'on voit nous dans nos études année après année comme étant le critère d'achat le plus important. Ensuite, l'utilité du produit telle qu'elle est revendiquée, écrite sur l'emballage, donc l'allégation qui va quand même porter la communication du produit. L'absence d'additifs, donc ça rejoint le caractère naturel. C'est-à-dire que quand on entend naturel, c'est pas uniquement des ingrédients actifs naturels, c'est toute une composition qui va être la plus naturelle possible. Et enfin, le conseil du prescripteur, vendeur, et on aura l'occasion d'aborder ici beaucoup la position des professionnels de santé, et bien évidemment le prix. Et ensuite, où est-ce qu'il va chercher de l'information? Premièrement, en ligne. Quand même, le digital est aujourd'hui un lieu d'information majeur pour le consommateur de compléments alimentaires. D'où l'importance, et on va l'évoquer là, d'aller adresser le consommateur en direct quand on est une marque de compléments alimentaires, et notamment via un site internet le plus complet possible. Et ensuite, le professionnel de santé. Et là aussi, on aura l'occasion d'en parler. Et justement, on a fait une étude cette année sur les pharmaciens pour voir déjà la vision qu'ils avaient du complément alimentaire. C'est Observatoire 2025, je vois qu'il y a une coquille sur la slide. Et les recommandations qu'ils émettaient, comment ils choisissaient les produits. Et donc, ce qu'on voit déjà, c'est qu'on a 99% des pharmaciens qui conseillent des compléments alimentaires. Donc, aujourd'hui, le complément alimentaire est présent dans quasiment toutes les officines de France. Et 86% le conseillent de manière proactive. Donc, on a un pharmacien qui est véritablement engagé dans le conseil de compléments alimentaires. Et quand on regarde ce qu'ils en pensent qualitativement, ils nous disent quand même que ils pensent que le complément alimentaire prendra une part de plus en plus importante dans la prévention santé. Donc on voit le positivisme du pharmacien qui perçoit une catégorie qui est quand même en croissance et qui souhaite s'y investir davantage, et notamment parce que c'est important pour la fidélisation, l'acquisition de nouveaux clients dans l'officine. Et là, Alain, tu pourras sans doute développer là-dessus. Ensuite, quand il va référencer une marque, qu'est-ce qu'il va regarder? Donc il va regarder la qualité des produits, la conformité réglementaire, les conditions commerciales du laboratoire, bien sûr, le prix du produit pour le consommateur,
et le besoin de formation. Et ça, on le retrouve dans notre étude dans beaucoup de questions. Le besoin pour les équipes officinales de se former aux compléments alimentaires, parce qu'on a une catégorie de produits qui est quand même protéiforme. On a un grand nombre de produits très différents sur le marché, et il y a un besoin de conseils, une attente de conseils de la part du consommateur, et le pharmacien a besoin de se former pour bien comprendre le produit, bien comprendre l'efficacité, la sécurité du produit, et être donc capable de le conseiller en conséquence. Et justement, quelles sont les questions que les patients posent aux pharmaciens lorsqu'ils viennent en officine? Donc d'abord, ils vont regarder l'efficacité du produit. Forcément, ils interrogent sur les bienfaits. Eux ont un besoin de santé et ils vont essayer de trouver le produit le plus adapté à leurs besoins. Donc ça va être bien sûr la première question qu'ils vont poser aux professionnels. Ensuite, on va retrouver tout ce qui est autour de la prise, de l'utilisation du produit, donc comment le prendre, quand, à quel moment, pendant combien de temps, des questions à adresser à des populations spécifiques, pour les femmes enceintes, allaitantes, est-ce qu'elles ont le droit de prendre ce produit? On sait qu'il y a beaucoup de compléments alimentaires qui peuvent être déconseillés accessibles, donc là il y a une attente d'information du professionnel sur la bonne prise de ces produits. Ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est quand même des éléments en partie qu'on va retrouver sur l'étiquetage des produits. Donc on voit peut-être une difficulté à bien lire l'étiquetage, comprendre l'étiquetage, et du coup un besoin d'informations complémentaires du professionnel de santé. Ensuite, interaction médicamenteuse, la naturalité qu'on retrouve bien sûr, et les effets secondaires. Et maintenant, quel est le niveau de connaissance des pharmaciens pour répondre à ces questions? Et ce qu'on voit, c'est qu'on a un niveau de connaissance du pharmacien sur les compléments alimentaires qui est quand même variable en fonction des types de compléments alimentaires. On perçoit une assez bonne connaissance sur les vitamines et minéraux, les probiotiques, qui sont d'ailleurs parmi les top ingrédients du complément alimentaire. Donc il y a probablement quand même une corrélation entre le niveau de connaissance du pharmacien, sa capacité à conseiller le produit, et donc du coup derrière la vente de produits. Et après, plus vous allez à droite de la slide, moins du coup le pharmacien se sent apte à conseiller suffisamment le produit. Mais on va noter quand même les substances, la phytothérapie, qui sont quand même plutôt bien connues, mais bien moins que les vitamines et minéraux. Et puis tout à droite, la gémothérapie, les algues, sur lesquelles il y a encore un besoin quand même assez fort de formation du professionnel de santé. Et ce qu'on voit maintenant en termes parce qu'on a regardé tout à l'heure les questions, et quand on voit en face la connaissance qu'a le pharmacien pour répondre à ça, et ben là aussi on voit des différences significatives en fonction des types de questions. Donc sur les recommandations spécifiques, interactions médicamenteuses, le profil de patient, là on est vraiment dans le cœur de la formation et du métier du pharmacien, et là on a une bonne connaissance. Sur les ingrédients quand même, alors dans la slide précédente, on a vu que c'était pas vrai pour tous les ingrédients, mais quand même une bonne formation. Pareil sur les effets indésirables. Là où on voit une moins bonne connaissance du pharmacien, c'est sur les tendances. Donc là, il y a peut-être un besoin de formation sur les tendances pour réussir à justement faire sortir vos produits des officines, informer le pharmacien sur ce qui va intéresser le consommateur, et ensuite sur la réglementation, les normes. Et ça, nous, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup chez Synadiet. Il y a régulièrement des professionnels de santé qui nous disent qu'ils n'arrivent pas très bien à comprendre quand un complément est vraiment autorisé, pas autorisé. Et donc là aussi, il y a un véritable besoin de formation du pharmacien. Et les moyens de formation, et là c'est vraiment une attente pour vous, laboratoire de compléments alimentaires. Le premier moyen de formation du professionnel de santé, du pharmacien, c'est la formation des laboratoires. Donc plus un laboratoire sera capable de former ses prescripteurs, que sont quand même les pharmaciens, meilleure sera sa connaissance, et donc meilleure sera sa capacité à conseiller le complément alimentaire. Et ensuite, en deuxième, mais quand même loin derrière, on a une recherche d'information spontanée du professionnel de santé. Et donc là, vous voyez ici les sujets sur lesquels il y a un besoin particulier de formation. Tout ce qui est études scientifiques, preuves scientifiques, essais cliniques. Là, on voit que le pharmacien a du mal à rentrer dans le détail de chacun des produits, de chacun des ingrédients, qui sont pourtant de plus en plus documentés scientifiquement. Donc là, ça invite, en tout cas, à communiquer sur l'efficacité des produits, toute la documentation que chacun d'entre vous réalise pour soutenir l'efficacité de son produit. Donc maintenant, rapidement sur les chiffres, vous voyez ici quand même un secteur qui est largement en croissance. Donc on voit l'adhésion du consommateur. Vous voyez ici les chiffres de consommation. Donc je le disais tout à l'heure, 61% aujourd'hui des Français consomment des compléments alimentaires. En 2004, ils étaient que 11%. Et donc on voit que c'est une catégorie de produits
qui attire de plus en plus le consommateur. Avec, vous voyez en bas en bleu la pharmacie, vous voyez en bleu clair les magasins spécialisés, et puis ensuite tous les autres réseaux de vente du complément alimentaire. Mais ce qui est intéressant de noter quand même, c'est cette croissance continue de la catégorie depuis 20 ans. Et nous, chez Synadiet, on est convaincus que c'est une croissance qui va continuer, puisqu'il y a encore de grands réservoirs de croissance pour le complément alimentaire. Quand on se compare à l'Italie, par exemple, qui a une population inférieure à la nôtre et qui est aujourd'hui largement devant en termes de marché, on se dit qu'on a un potentiel de croissance important. Donc on est extrêmement confiant dans la capacité du marché, non seulement à attirer encore de nouveaux consommateurs, mais en plus à fidéliser toujours davantage ses consommateurs. Et du coup, on projette une croissance qui continue. Et maintenant, quand on regarde vraiment les derniers chiffres, donc 2024, on voit, donc c'est pour ça qu'on en a beaucoup parlé, la pharmacie qui représente 55% du marché. Donc c'est forcément le réseau sur lequel on concentre le plus nous nos études et sur lesquels les laboratoires se concentrent le plus en plus. Mais on a également les magasins bio qui sont, vous voyez ici, à 8%. Et puis de toute façon toute une série de réseaux de distribution, puisque le complément alimentaire étant une denrée alimentaire, il peut être vendu dans tous les réseaux de distribution possibles. Donc on va le retrouver en GMS, on va le retrouver en vente à distance, donc que ce soit e-commerce, vente par catalogue. On va le retrouver dans des circuits spécialisés nutrition qu'on appelle nous nutrition et conseils, qui sont des circuits par exemple minceur, mais également sport. Et on va le retrouver aussi en parapharmacie et en vente directe, donc vente directe à domicile, type réunion Tupperware. Et quand on regarde les typologies de promesses, on voit finalement celles qui étaient quand même citées par le consommateur tout à l'heure. En tête, vitalité, immunité, humeur, stress, sommeil, digestion, et voie respiratoire. Et à L4, ces 4 premières promesses font 70% du marché. Donc on voit aujourd'hui, c'est des promesses qui sont bien identifiées par les consommateurs français. Comme étant des promesses dans lesquelles il y a des résultats, une efficacité claire dans le complément alimentaire, et du coup sur lesquelles on a une satisfaction et un réachat et des promesses qui sont en forte croissance. Mais ensuite on a une multitude d'autres promesses qui sont encore plus confidentielles pour le moment, mais sur lesquelles du coup il y a des réservoirs de croissance quand même importants. On a noté notamment ces dernières années la forte croissance des produits de nutri-cosmétiques. Donc c'est pour ça que vous voyez la beauté ici qui est en croissance en 2025 versus 2024 à 1,29, mais qui est, quand on se compare à 2020, à 62% de croissance en 5 ans de la catégorie. Donc c'est vraiment une catégorie qui a fortement cru, et principalement pour tout ce qui est produit pour la peau, avec notamment le collagène qui a bien sûr beaucoup fait parler. Mais vous allez retrouver donc une multitude de promesses qui aujourd'hui sont encore faibles, mais qui ont là aussi donc un potentiel de croissance important. Exception faite en pharmacie, mais c'est vrai dans les autres réseaux de distribution, de la minceur, qui dans tous les réseaux que nous on mappe, en tout cas, il n'y a pas de panel pour l'ensemble des réseaux, mais dans tous les réseaux sur lesquels on a des panels, et en décroissance année après année. Et donc ça, c'était ma petite introduction pour essayer de bien comprendre les attentes des consommateurs, les attentes du prescripteur principal quand même de compléments alimentaires, qu'est le professionnel de santé. Maintenant, que fait-on de ces attentes? In-store d'abord, on regardera out-store ensuite avec Fabrice, mais déjà in-store, qu'est-ce qu'on peut faire pour valoriser les produits aux consommateurs? Merci Claire de me passer la parole. Donc je me suis attaché à faire un focus plus particulier sur la pharmacie. Vous avez vu que c'est 55% du marché et que le pharmacien est au centre par son conseil sur des produits beaucoup plus techniques. Alors en ce qui me concerne, moi j'ai été un ancien DG de labo, j'ai lancé pas mal de compléments alimentaires en pharmacie et ailleurs. Je suis plutôt un homme des circuits de distribution et je préside un groupe de prestations de services dédié au go-to-market en pharmacie. Voilà, là vous avez un certain nombre de nos clients, on a de compléments alimentaires, on a lancé notamment sur les métiers d'animation commerciale les trois derniers lancements, plus grands lancements de compléments alimentaires en pharmacie, avec Yana d'Expansience, avec UPSA, etc. Et puis on est partenaire des trophées de la pharmacie d'expérience client, c'est-à-dire que nous on est au cœur de la pharmacie et on accompagne quelque part le pharmacien pour que le consommateur, et vous verrez que je ferai des différences entre consommateur et shopper tout à l'heure, pour qu'il soit le mieux pris en main, le mieux conseillé, et bien sûr qu'à la sortie, on va dire la prescription qu'est le pharmacien lui permette d'avoir le meilleur panier et le meilleur besoin pour son consommateur.
Il veut pas. Voilà. Hop. Alors Claire vous l'a rappelé là, il y a des enjeux aujourd'hui qui sont importants. Nos données sortent chez IQVIA qui est aussi notre partenaire, mais je vois que chez Synadiet on a le même, voilà. On a un marché qui est encore en cumul mobile à fin septembre 2025 en progression. Voilà, plus de 2,5 qui se tasse un peu sur la fin d'année, mais il n'y a pas que ce marché-là qui se tasse sur la fin d'année. Vous connaissez le climat actuel de notre pays. Clairement, le consommateur plébiscite la blouse blanche. Je rappelle que le pharmacien a un taux de notoriété auprès des consommateurs de près de 94%. Et puis, on a une pression concurrentielle qui est très très forte sur ce marché aujourd'hui. Forcément, on a un marché qui progresse à plus de 2 dizaines tous les ans, et donc qui attire la convoitise à la fois des grands groupes, des PME. Et donc, il faut que l'offre en point de vente puisse se stabiliser, se préparer. Et puis, on a l'arrivée des nouvelles marques, les DNVB qui sont sur le net, qui ouvrent par un e-shop et qui descendent sur une partie retail un peu plus importante. Et donc, le défi quelque part pour le consommateur, c'est pour la marque ou pour le labo, c'est comment être recommandé, comment être visible. Et surtout choisir en quelques secondes où être accompagné. Et là, on voit la différence entre les deux circuits, le circuit bio et le circuit de pharmacie. Si je prends quelques notions merchandising, quand vous êtes dans un supermarché, devant un rayon de cornflakes, le consommateur il met 8 secondes à choisir son produit. Quand vous êtes devant un rayon où il y a un assortiment très long, très large, très profond et très technique, il met 2 minutes. S'il n'est pas conseillé ou s'il trouve pas, au bout de 2 minutes, il part. Ça veut dire que vous perdez une vente. Et vous voyez que les enjeux vont se concentrer sur l'accompagnement dans le parcours client, peu importe la surface de vente, et dans l'accompagnement conseil vis-à-vis des besoins du consommateur. Et je vais décliner un petit peu cette partie-là. Donc je reviendrai pas sur les chiffres que vous a donné Claire, on se retrouve, voilà, globalement. Reste à voir comment en 2026 la croissance du marché va évoluer. Et donc, ce qui est important, c'est qu'il y a un trafic important en pharmacie. 4 millions de Français rentrent tous les jours dans une pharmacie drivée par l'ordonnance. C'est plus que la boulangerie, faut le savoir. Que les achats de compléments alimentaires, pour la plupart, sont décidés en point de vente. Je vous rappelle qu'un consommateur peut avoir fait une liste, peut venir se faire conseiller, peut ne pas avoir de liste, peut se faire accompagner ou peut choisir librement devant le rayon. Et puis, clairement, en pharmacie, le conseil officinal drive les achats des consommateurs. Juste, je voudrais rappeler qu'un panier moyen en pharmacie, de parapharmacie, on est autour de 15 €. Avec un prix moyen à l'unité qui est un peu en dessous. Donc clairement, le rôle du pharmacien est essentiel avec son équipe dans l'accompagnement des consommateurs et dans le conseil. Je voudrais juste rappeler aussi un point qui est important, c'est qu'on a un circuit Internet qui est assez faible en termes de poids sur le total marché, parce qu'il y a deux points qui rentrent en ligne de compte. C'est le consommateur français, et le français est un peu plus méfiant que les autres. Pourquoi il est méfiant? Traçabilité, efficacité. On voit beaucoup de choses sur ces sujets-là, et donc la blouse blanche, c'est une vraie réassurance pour lui et en termes d'accompagnement. Alors, la question du jour, la valorisation des marques dans le point de vente, c'est en fait, la question est assez simple, c'est comment valoriser les éléments de mix marketing du point de vente, et je vais y revenir avant pour maximiser les ventes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les industriels doivent aussi intégrer des notions de retail et des notions de distribution pour l'organisation et accompagner leurs clients pour développer les ventes, donc améliorer la revente consommateur. Et bien sûr, l'objectif derrière qui va conduire un peu ma présentation, c'est quelle clé, quelle bonne stratégie on va mettre en point de vente pour pouvoir développer les meilleurs résultats.
et valoriser les marques. Hop. Je vais m'attacher à revenir sur la définition du mix marketing, et notamment officinal, mais c'est valable pour tous les circuits de distribution. Et là, moi, je reste sur les fondamentaux, en fait, les fameux 4P du clutter. D'abord, le produit. Dans le produit, il y a plusieurs notions. Il y a la notion d'assortiment, la notion d'offre et la notion d'innovation. Ça veut dire aujourd'hui, quand vous construisez vos gammes ou quand vous accompagnez les distributeurs sur vos gammes, eh ben, il faut clairement travailler sur 3 niveaux. Le cœur de gamme, les indispensables, les plus fréquents, voilà, magnésium, probiotiques, vitamine D, etc. Les gammes d'expertise, plus techniques. C'est là où vous allez avoir la micronutrition, des réponses ciblées sur du stress, sur du sommeil, grossesse ou ménopause par exemple. Et puis derrière, des gammes d'innovation qui vont créer du trafic et qui vont dynamiser quelque part le rayon. Et c'est un rayon d'innovation. Le deuxième point sur lequel je focaliserai, c'est bien sûr la place. Et quand je dis la place, c'est d'abord l'allocation des surfaces. Voilà, compte tenu de la taille du marché, quelle place faut-il donner pour un distributeur en mètres linéaires développé? Et puis derrière, évidemment, c'est l'organisation du rayon, le confort d'achat. Et je vous le disais, sur des rayons où il y a beaucoup de références, où il y a beaucoup de familles de produits, le confort d'achat et le choix du produit est plus compliqué pour le consommateur en point de vente. Et puis derrière, on aura la notion de positionnement prix, la notion de promotion. Et puis le 5e P qui est extrêmement important, et c'est là où la pharmacie a son point fort, c'est le personnel et l'accompagnement et la prise en main du client-patient. Et c'est là où les notions d'animation point de vente et de formation des équipes officinales reviennent sur le sujet. Et donc oui, même pour les industriels, même si c'est des notions plutôt distributeurs, l'animation d'un point de vente et les connaissances retail sont essentielles. Ça veut dire comment accompagner mon client dans le positionnement de mon rayon, de ses catégories et de ses sous-familles, pour créer le trafic, pour positionner ces lieux événementiels et surtout ces équipes officinales qui peuvent aller chercher des consommatrices dans un rayon de cosmétiques sur des problématiques de peau par exemple, ou du sportif aujourd'hui, parce qu'on verra que la stratégie client est aussi extrêmement importante. La clarté de l'offre est très importante, et un consommateur, quand il rentre dans une allée, il lit un rayon de gauche à droite toujours, et l'œil divise quasiment en trois parties le rayon, et quand il avance en milieu de gamme, en milieu de rayon, il recule très peu et il va jusqu'au bout. Donc ce qu'on peut voir, la visualisation de l'offre, le consommateur et qui est un shopper en point de vente. Un shopper, c'est quoi? C'est un consommateur en situation d'achat. Et d'ailleurs, je vous encourage à travailler les études shopper. C'est extrêmement intéressant pour nourrir son discours commercial et valoriser ses marques. Repérer sa catégorie, repérer les produits. S'il trouve pas, il peut être conseillé, accompagné sur ses besoins par l'équipe. Et puis derrière, une clarté, simplification des prix. Juste un mot pour le marketing. Valoriser les marques, c'est aussi tenir compte que le packaging est un vecteur média important. Le nom de la marque, le bénéfice produit, et il permet d'accompagner plus rapidement derrière le choix du consommateur en point de vente. Et donc le pack média est aussi quelque chose de très important. Après, on l'a vu, le 5e P, le personnel, donc il doit être formé. Et il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de produits, et il y a beaucoup de catégories pour pouvoir bien connaître les produits et accompagner les besoins du shopper. D'abord, le ciblage point de vente est important. La règle des 20-80 existe. Je voudrais juste spécifier qu'en pharmacie, 4500 pharmacies font 80% du marché de la beauté et de l'apparat. Ça, c'est important.
Derrière, quand on va accompagner les équipes officinales ou de l'animation commerciale en démonstration, eh bien, il faut être capable d'avoir une mécanique pour recruter du consommateur. Et puis, le management, comment gérer les équipes et vos équipes que vous mettez à disposition des pharmaciens pour le bon déroulement ou faire connaître ou recruter des consommateurs en point de vente. C'est un élément important aujourd'hui. Parce que le consommateur recherche du monde, en fait, et recherche du conseil par rapport à ses besoins. La partie merchandising est essentielle. Confort d'achat, choix rapide, choix qui correspond à ses besoins. Et donc forcément, le linéaire permet de faire un parcours d'achat fluide et agréable. Et vous savez que c'est aussi un outil de fidélisation pour n'importe quel distributeur, qu'il soit pharmacien ou d'ailleurs distributeur centralisé. L'information sur le lieu de vente est essentielle aussi. Et donc j'opposerai la PLV à l'ILV, ILV pour information sur le lieu de vente, pour développer des caractéristiques produits, des avantages ou des bénéfices produits. Et donc la visibilité et l'organisation est bien sûr primordiale pour bien déceler les catégories de produits. Et dans les catégories claires, vous avez expliqué tout à l'heure qu'il y en avait 4 qui faisaient 65% du marché ou 6% du marché total, voilà, si j'ai bien retenu. Et donc ça c'est important en termes d'allocation de place et d'allocation de mètres linéaires développés. Pour valoriser les marques en point de vente, il est important aussi d'avoir des supports marketing terrain dédiés. Je parle de dispositifs et de mécanique quand vous organisez de l'animation ou des promotions. Chevalet, tablier, textile, prime consommateur. Le consommateur aime toujours avoir une petite prime, cadeau goodwill, gratuité produit, c'est ce qui fonctionne et ce qui est toujours efficace. Puis enfin, la location dans le point de vente est important. Il faut être dans les bonnes zones de flux. Ça n'empêche pas qu'une bonne animatrice peut aller chercher des consommateurs dans d'autres rayons. Voilà, une PLV visible pour capter tout de suite l'œil du conso, du shopper qui rentre, et puis surtout un dispositif complet et bien établi, permet de valoriser les marques. Hop. Il est pas facile, On parle beaucoup d'expérience client aujourd'hui, et pour la plupart, vous pouvez constater que c'est souvent pas très bon à la fin, mais l'expérience client permet de fidéliser et de recruter. Et vous savez que le bouche à oreille fonctionne très très bien. Et c'est important que quelqu'un soit bien pris en main, qu'on découvre bien ses besoins et qu'on lui prescrive ou lui donne le produit qu'il attend en fonction de ses besoins. 78% des visiteurs testent ou découvrent la marque pendant l'animation, qui est un moyen de valoriser et de faire découvrir la marque. Quand il y a une expérience fluide, la prise en main est bonne, 15% d'intention de réachat derrière. Et puis la formation du personnel est très importante parce que pour vous, c'est en pharmacie une force de vente déportée. Et donc, quand le personnel est bien formé, globalement, les ventes sont multipliées par 2,3 en moyenne. C'est ce qu'on constate dans les chiffres. Merci Alain. Et là, donc, vous avez beaucoup parlé de la pharmacie, mais vous travaillez également en circuit bio. Est-ce que vous observez des différences significatives dans la manière d'aborder le point de vente entre les deux circuits, ou c'est finalement la stratégie que vous avez présentée là pour la pharmacie vaut tout à fait pour le magasin bio? Alors, globalement, on est sur des notions de retail global, voilà, qui est en train de se développer de plus en plus dans les pharmacies. Et notamment dans des pharmacies avec des enseignes qui sont assez dynamiques, que vous connaissez, du Pharmabest, de l'Apothicale, du Lafayette, du LC par exemple, mais on retrouve les mêmes notions. Par opposition aux autres circuits de distribution, ce qui fait la différence, c'est le conseil et l'accompagnement des équipes. Et donc, dit autrement, le libre service, c'est bien, mais sur des produits techniques, ça complexifie le choix
du shopper ou du consommateur qui attend une réponse à ses besoins. Ok, donc c'est un message pour les distributeurs et les marques en réseau bio. Le conseil, le conseil, le conseil. Et d'ailleurs, on se trompe pas parce que quand on regarde le poids des marchés, la pharmacie prend du poids. Voilà, on est à 55% du marché. Et de l'autre côté, le retail bio est en recul sur ces sujets-là. Donc il y a vraiment un vrai besoin d'accompagnement, même dans ce type de circuit. Ok, très clair. Donc maintenant on a abordé en magasin et je me tourne vers Fabrice pour aborder en dehors du magasin finalement quelles sont les attentes des consommateurs, comment les aborder. Toi donc t'es fondateur de Nutri Radio, t'as les auditeurs qui vous envoient des questions, t'as énormément de professionnels de santé qui interviennent dans la radio, donc tu perçois bien les questions des Français, les consommateurs de compléments alimentaires et des professionnels de santé sur les produits. Hop. Ok. Et ok. Là, je reviens. Vas-y. 3 heures pour comprendre la technique. Ok. Je passe. Ok. Merci beaucoup. Donc, merci déjà de me donner la parole et je me présente rapidement. Donc, je suis Fabrice Flobinus, le fondateur de Nutri Radio et de Nutri TV. Qui sont, Nutri Radio, c'est une radio dédiée à la santé intégrative, à la prévention santé, avec un fort axe sur la nutraceutique, donc les compléments alimentaires et les actifs de santé naturels d'ailleurs. Et puis Nutri TV, qui est un peu son pendant, avec des reportages, des documentaires, des masterclass aussi pour former et informer. La radio aujourd'hui, c'est la 4e, c'est la 5e saison, c'est un peu plus de 60 000 auditeurs par semaine, c'est 200 000 podcasts téléchargés chaque mois et on réunit sur antenne des professionnels de santé, notamment à 90%, qui sont des médecins, des cliniciens, des chercheurs et on a quelques naturopathes expérimentés. La spécificité de l'audience de Nutri Radio, c'est qu'on est à la frontière entre les professionnels de santé et de bien-être et puis les consommateurs, en fait très intéressés, très sensibles à ces thématiques de santé, de prévention, plutôt féminins d'ailleurs à 77% qui nous écoutent et qui sont sensibles. Et je crois que c'est à peu près le même profil des acheteurs de compléments alimentaires en pharmacie notamment. Voilà la petite présentation. J'en profite pour vous dire que vous pouvez télécharger l'application Nutri Radio gratuitement. N'hésitez pas. Et qu'on est référencé chez tous les intégrateurs comme Orange Radio, Deezer, TuneIn. Donc, n'hésitez pas à écouter Nutri Radio. Voilà, c'est le point promotionnel que je voulais faire. Donc, pour répondre un petit peu aux questions, on a d'abord les patients experts, les gens très sensibles à ces thématiques de santé. Pourquoi ils nous écoutent et les retours qu'ils nous font. On a beaucoup de questions des auditeurs. Parmi les 60 000 qui nous écoutent chaque semaine, avec vraiment des problèmes très concrets en réalité. Et j'ai envie de dire qu'ils viennent chercher des solutions par des professionnels de santé qui sont sur antenne, même si les émissions sont pas des consultations en ligne, hein, c'est pas du diagnostic en ligne, mais c'est pour avoir des repères, des recettes, des ingrédients qui pourraient aussi les aider dans une prévention santé. Il y a aussi une explosion des maladies chroniques et donc souvent, on leur dit que faut vivre avec, c'est comme ça, débrouillez-vous. Et ils n'acceptent plus le c'est comme ça, ils veulent aller plus loin, surtout que les professionnels de santé qui sont sur Nutri Radio et qui sont donc des médecins, mais formés en plus à la nutrithérapie, formés à la phytothérapie, formés à d'autres pratiques très complémentaires, eh bien, ils peuvent apporter des solutions ou des approches aussi originales qui vont leur éviter d'être dans une errance médicale et dans une souffrance comme ça, espèce de supra-résilience. À un moment donné, la résilience, c'est bien, mais être en pleine santé, c'est mieux. Donc, il arrive avec souvent ce que vous disiez tout à l'heure sur l'immunité, la digestion, la fatigue. C'est à peu près les grandes thématiques. La ménopause aussi, c'est les troubles de santé féminins sont importants. On parle aussi beaucoup du microbiote. Donc il y a beaucoup de choses qui tournent aussi sur des choses un peu techniques, et donc ils vont aller chercher des informations un peu concrètes avec des professeurs et des médecins qui, ça c'est intéressant aussi de le dire, n'ont pas forcément toujours le même avis. Parce que sur Nutri Radio, on n'est pas dogmatique et l'important c'est d'avoir aussi une pluralité d'opinions, parce qu'on parle beaucoup de personnalisation de la médecine et donc ce qui va être un bon conseil pour l'un va pas forcément être un bon conseil pour l'autre. Et c'est aussi intéressant
pour le patient, l'auditeur très intéressé d'aller débattre avec son médecin en disant bah tiens, j'ai entendu tel médecin qui disait que la semaine dernière je suis venu vous voir, on m'avait dit que ça servait à rien, où est-ce qu'on en est, etc. Donc ça force aussi un peu les professionnels de santé à s'informer, à aller plus loin dans leur peut-être parcours. On n'a pas forcément, enfin pour les médecins en tout cas, ils n'ont pas forcément une formation sur la nutrition qui est très développée. Voilà. J'ai peut-être un peu trop résumé la slide, mais on va continuer. Alors effectivement, Nutri Radio c'est la 5e année. Et au début il y avait un manque d'information, ce qui a permis de développer une audience assez rapidement. Et ensuite est venu le second effet qui se coule, c'est-à-dire trop d'informations. Et donc maintenant l'audience se développe encore plus rapidement parce que sur Nutri Radio, étant donné qu'on accueille chaque semaine des experts, des médecins dont les spécialités sont vraiment les sujets qu'ils dévoilent sur antenne, on vient chercher une information aussi sûre pour s'y retrouver parmi un océan d'infos. Donc l'infobésité santé sur les réseaux sociaux, on est tous experts, on entend beaucoup de gens qui relaient des opinions, donc parfois fiables, mais c'est comme quand on va dans une braderie, on va chercher un meuble et il y en a 3000, on revient avec un œuf, une boîte d'œufs, vide, périmée. Donc en fait, en gros, quand ils viennent sur Nutri Radio, c'est parce qu'ils veulent avoir des informations fiables, données par des experts, des gens diplômés et des gens qui sont aussi dans le soin, plus que dans la publicité ou le placement de produits, car les émissions sur Nutri Radio, on cite pas de marque dans les émissions. Donc c'est vrai que c'est pas du placement de produits, on est vraiment dans l'info. Et d'ailleurs, parfois c'est bien, parfois c'est pas bien. Enfin, sur les compléments alimentaires, les auditeurs aiment aussi les contradictions, les contre-indications, et pas forcément tout est bien, tout est génial. Voilà. Avec tiens, pardon. Merci Claire, pardon. Et oui, il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse finalement sur l'utilisation de compléments alimentaires, sur l'efficacité, sur la posologie, comment on peut l'utiliser, sur les interactions, parce que c'est vrai que parfois on leur conseille. Alors, il y a la publicité, il y a les conseils sur les réseaux, il y a les conseils de copains, des amis, et puis on peut se retrouver à se dire bah tiens, il faut que je prenne. Si on écoute un peu les infos, on dit tiens, il faut que je prenne 70 compléments alimentaires tous les matins. Et donc c'est bien de savoir est-ce que c'est utile pour moi, est-ce qu'il n'y a pas des interactions, et quand on se rapproche d'un professionnel de santé, le médecin généraliste n'est pas forcément formé sur tout ce qui est micronutrition, phytothérapie. Donc lui, il peut soit dire bah écoutez, je sais pas, soit dire bah non, ça sert à rien, vous inquiétez pas, voilà. Et le consommateur, ça sert à rien, vous inquiétez pas, il se dit mais non, c'est pas suffisant comme réponse. Concernant les attentes des professionnels de santé, ils viennent écouter. Alors je fais complètement l'explication dans le désordre des trucs, hein, mais ça va, on est entre nous. Mais en gros, ils viennent écouter aussi leurs confrères qui sont des médecins formés, et donc ça les rassure aussi de savoir déjà quels sont les usages, quelles sont les recommandations de leurs confrères. Et c'est vrai qu'au début, on avait beaucoup de naturopathes. Et aujourd'hui, on en a, mais dans une vision vraiment très intégrative, c'est-à-dire des naturopathes ou des professionnels de bien-être qui vont collaborer avec des professionnels de santé, travailler en espèce de binôme sur le circuit de soins. Et donc, les professionnels de santé qui nous écoutent, ils veulent de l'information, de la formation aussi beaucoup, et puis écouter ce que font des experts ou des figures très reconnues, très légitimes, comment eux, ils vont recommander, prescrire des compléments alimentaires, pourquoi, sur quel type de pathologie, est-ce que c'est pas en soins, mais vraiment en renfort, peut-être en soutien d'une prescription, et puis aussi beaucoup dans l'aspect préventif. Ça c'est primordial. Très bien. Et je trouve que ça rejoint exactement ce que disait Alain. C'est le conseil. Finalement, on voit bien le fait que le consommateur est un peu perdu, qu'il attend des conseils, trop d'informations, pas assez d'informations. Donc là, on perçoit l'opportunité d'un média expert, légitime sur ces sujets-là, et du professionnel de santé, puisque tu fais intervenir énormément de professionnels de santé. Mais du coup, pour une marque qui veut, je reviens un peu à InStore, réussir à avoir l'aval d'un professionnel de santé pour qu'il puisse recommander ses produits et du coup favoriser la légitimité de sa marque,
toi qui côtoies ces professionnels de santé tous les jours et qui les vois recommander des choses sur ton média, quelles sont leurs attentes? Qu'est-ce qui va faire que ils vont s'embarquer aux côtés d'une marque et aller recommander ses produits? Alors déjà, il y a c'est ce qu'on voyait aussi sur les slides précédentes. Il y a les ingrédients, la composition du produit, et puis surtout l'efficacité, les preuves d'efficacité. Aujourd'hui, les professionnels, comme le consommateur, ils recherchent des preuves d'efficacité. Donc ça va être les dernières études cliniques, à défaut les études in vivo. Donc on fait vraiment des cas très pratiques et de savoir est-ce que ce qu'on va recommander, parce que c'est aussi un coût, est-ce que ça va être efficace dans l'accompagnement de mon patient. Ensuite, ils aiment bien quand ils ont confiance en une marque, qu'il y a une continuité de gamme. Ça dit parce que par défaut, si cette marque propose, j'ai confiance en cette marque pour tel produit, je vais plutôt tendance à avoir confiance pour les produits suivants. Et puis ça permet aussi aux professionnels de santé de recommander pour le patient, c'est plus simple plutôt que d'avoir à commander 13 marques différentes. Donc souvent c'est vrai qu'il y a des affinités avec une marque, et une fois qu'on a confiance en elle, qu'on connaît ses process, qu'on sait que la marque elle est rigoureuse non seulement sur le sourcing, sur la vérification des bons dosages, sur les adultérations, sur les tests qu'elles vont faire sur les ingrédients qu'elles vont recevoir. Une fois qu'on a confiance, c'est vrai qu'ils vont avoir tendance à recommander la même marque. Ensuite, il y a ils aiment être impliqués sur l'élaboration des produits, et en tout cas les médecins qui recommandent des compléments alimentaires, ils aiment quand les laboratoires leur demandent un petit peu, ou s'ils peuvent en tout cas les écouter déjà sur eux, l'usage qu'ils ont et le retour des patients. Patient qui va dire tiens, moi j'ai utilisé pour revenir sur le collagène par exemple, le collagène hydrolysé, ça fonctionne. Si le médecin fait un retour de la marque, que la marque prennent en compte aussi son retour patient, son retour cabinet. Donc ils aiment être un peu formulateurs, j'ai envie de dire, pour certains, en tout cas les retours qu'on en a, il y en a quand même pas mal qui aiment être impliqués dès le début de la fabrication du produit, et pas qu'on leur impose peut-être un produit, et quand le produit arrive, ils aiment bien comprendre comment l'utiliser, comment le prescrire, et puis surtout ils aiment les protocoles d'utilisation des différentes synergies, des différents compléments. Très bien. Et on voit que le consommateur... Ah pardon Alain, tu voulais réagir? Oui, pour compléter ce que dit Fabrice, il y a un marché sur l'efficacité qui s'est effondré, c'est la minceur. Pas d'efficacité, le marché aujourd'hui pèse plus qu'il était. Donc oui, je suis d'accord avec toi, Fabrice. Le conso, il attend de la transparence, de l'efficacité et de la véracité en fait aujourd'hui. Voilà. Et donc on a vu que le consommateur était un peu perdu dans le trop plein d'informations. Est-ce que le professionnel de santé lui aussi est pas un peu perdu? Je sais que tu organises les NutriTalks, qui sont un espace d'information justement, notamment pour les professionnels de santé sur les actualités scientifiques. Quelle est cette recherche d'information? Est-ce qu'effectivement ils sont perdus ou pas du tout? Et dans ces cas-là, comment est-ce qu'ils vont se renseigner eux? Alors ils aiment bien être accompagnés par les marques. Ils aiment bien être accompagnés par la marque, recevoir des délégués, des infos. Il y a un lien qui est important entre le prescripteur et la marque. Ça, c'est pour justement, alors la marque qui propose de plus en plus de webinaires, de formations, expliquer tel ou tel produit. Et c'est vrai qu'ils sont, je sais pas s'ils sont de plus en plus perdus, je dirais pas ça, parce qu'ils sont de plus en plus au fait des nouvelles études qui tombent pour avérer l'efficacité de telle ou telle synergie. Au contraire, parce que souvent les médecins qui connaissent, les professionnels de santé qui connaissent les compléments alimentaires, qui ont fait de la nutrithérapie, qui ont fait des formations en micronutrition, ils sont parfois confrontés à d'autres médecins. Ils sont aussi confrontés à tiens, c'est cher, vous me prescrivez tel ou tel complément alimentaire, ça coûte 100, 200, 60. Enfin, là vous parliez de 15 € le panier moyen en pharmacie. Parfois, quand on est sur du complément alimentaire, on peut avoir des notes plus salées parce qu'il y a aussi c'est plus dosé, plus d'actifs. Donc ils veulent, c'est important qu'ils puissent expliquer à leurs patients pourquoi je vous prescris tel complément alimentaire. Et donc eux-mêmes comprennent les dosages, les actifs pour justifier. Et puis parfois on prend un complément alimentaire à 2 € ou une vitamine C à 2 €, c'est pas la même qu'une vitamine C à 25 €. Mais il y a des raisons d'actifs, de dosage, etc. Donc c'est important que le consommateur sache la raison de la différence aussi de prix, sans rentrer sur des considérations de négociation commerciale, mais purement sur le produit, que le consommateur comprenne, que le médecin puisse l'expliquer, et que si le patient va voir un deuxième médecin,
Il n'y a pas parce que souvent il y a quand même des contradictions dans le discours et le patient il est parfois perdu entre le médecin qui dit il faut prendre tout ça et l'autre médecin qui dit mais non mais ça sert à rien, Roger, prenez mon médicament et éteignez le feu. Vous voulez compléter sur ce point? Oui. Aujourd'hui, comment dire, vos équipes commerciales, qu'elles soient à la fois sell-in, un B2B ou sell-out, elles doivent être des experts de leur marché en fait aujourd'hui et apporter de l'expertise marché et métier à leurs clients. Prendre de la commande aujourd'hui n'intéresse plus le pharmacien, c'est un bon exemple en fait. Et je suis parfaitement en phase avec ça. Par contre, et ça va derrière avec les lancements de produits et innovation. Qu'est-ce qu'on apporte au marché? Qu'est-ce qu'une réelle innovation? Comment on la lance? Et surtout, qu'est-ce que ça apporte au marché? C'est une belle conclusion que je vais vous remercier. Puis on va ouvrir aux questions parce que je doute pas que plusieurs d'entre vous ont des questions. Oui, il y a une question là. Oui, bonjour. Charlie Taillandier, Société Plantex. On est fabricant aussi bien d'extraits pour les compléments alimentaires, le nutraceutique que l'alimentaire. J'aurais une petite question concernant les passerelles un peu entre les compléments alimentaires et les aliments. Tout ce qui est aliments santé, aliments pour sportifs. On peut voir des produits comme des remplaceurs de café enrichis en champignons. Je vais pas vous dire le nom de la marque, mais j'imagine que vous en doutez. Ou alors des boissons à base de ginseng ou d'autres exemples. J'aurais aimé savoir s'il y avait des passerelles réglementaires entre ces deux univers qu'est le nutraceutique et le complément alimentaire et l'agroalimentaire. Et également, comment est-ce qu'on met en avant, comment est-ce qu'on valorise ces produits-là qui sont cette fois-ci plus vendus dans d'autres enseignes, vu que c'est des produits plus alimentaires que nutraceutiques. Je vais peut-être commencer sur la partie réglementaire et donc déjà pour moi il y a une vraie continuité de gamme et effectivement nos adhérents on le voit font pas que du complément alimentaire, il y en a beaucoup qui font de l'alimentaire, qui font du médicament, qui font du dispositif médicaux. Le statut de produit n'est pas un frein pour le consommateur et la diversité des statuts va permettre d'apporter une gamme complètement complète aux patients donc ou aux consommateurs. Donc là je perçois pas de frein et les marques ont l'habitude de travailler comme ça avec des statuts différents et des typologies de produits différents. Maintenant, d'un point de vue réglementaire, le complément alimentaire est une denrée alimentaire. Donc, il y a déjà énormément de similitudes entre les deux réglementations. Le complément alimentaire est plus exigeant, mais donc je dirais si on est habitué au complément alimentaire, on n'aura pas de problème à passer à l'alimentaire. L'inverse est peut-être légèrement différent puisqu'il y a quand même une surcouche supplémentaire qui est assez forte en complément alimentaire versus l'alimentaire. Oui, juste une réponse, consommateur versus retail en fait. Tout dépend où le consommateur a l'habitude d'acheter ce type de produit. Il y a des tests qui sont faits en parapharmacie aujourd'hui sur de l'alimentaire. À date, je pense pas que ce circuit soit encore très adapté à ce type de produit. Après, ça n'engage que moi. Hein. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, mais dans ces cas-là, on va pouvoir s'arrêter là. Merci beaucoup Fabrice, merci beaucoup Alain pour votre présence, Merci votre expertise.